ça, je l'ai payé très cher. Mais en même temps, c'est cette privation de liberté, cette expérience de la répression et de la justice qui a fait de moi un écrivain. Je pense que je n'aurais pas pu vivre dans un confort moral. Non, l'écriture vient après des épreuves. Vous l'avez écrit 50 ans après. Oui, parce que c'était une histoire trop personnelle, je n'allais pas la raconter à tout le monde. Mais en même temps, quand je vois l'évolution du Maroc aujourd'hui, je me dis que ce serait pas mal que les jeunes d'aujourd'hui qui râlent sachent ce qu'a été le Maroc il y a 50 ans. On n'avait pas de liberté, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas cette capacité de nous opposer. Aujourd'hui, les opposants, vous n'êtes pas au courant. Vous écrivez ce que vous voulez dans la presse, avec une entière liberté. Il ne faut pas évidemment toucher la vie privée de famille royale ou attaquer l'intégrité territoriale du Maroc, bien sûr. Mais le reste, vous pouvez tout dire. Cette liberté, on l'a acquise grâce à Mohamed VI, qui lui a souffert de la manière dont son père avait gouverné. Parce que lui-même était un jeune, il a souffert de tout ça. Et donc, quand il est arrivé au pouvoir, il a réparé le Maroc, vraiment réparé. Et il a aussi doté d'infrastructures énormes, avec le port Med de Tanger, qui est un des plus importants ports du monde. Il a fait des choses pour ce pays. Donc, l'hiver, c'était pas comme ça avant. Avant, on était dans la misère, et politique et intellectuelle. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre? Alors il suffit d'ouvrir un journal ou de regarder la télé pour se mettre en colère. Donc je regarde de moins en moins la télé parce que finalement nous sommes arrivés au règne de l'absurde total. Vous avez des clowns comme le Nord-Coréen, comme Trump. Maintenant il y a Poutine qui ajoute 100 grains de sel et ça. Et vous voyez que le monde est dirigé et que nous sommes sous la menace d'une mauvaise humeur de l'un ou de l'autre. Et pendant ce temps-là, il y a des guerres injustes et atroces qui se perpétuent. La manière dont on laisse Bachar al-Assad massacrer son peuple tranquillement, ça c'est une honte absolue dans le monde arabe. La manière dont on suit cette guerre au Yémen, on ne voit pas pourquoi il y a une guerre au Yémen. Il y a un tas de choses comme ça qui font qu'on ne peut pas rester indifférent et dire ouais, ben ça va. Non, on est en colère, bien sûr. Un grand merci pour toutes ces réponses. Je pense qu'on peut proposer au public de vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, j'ai lu votre dernier roman, je l'ai dévoré. Il m'a beaucoup parlé par rapport aux actualités qui se passent au Maroc dans le Nord, parce que je suis originaire du Nord. Ça m'a beaucoup parlé par rapport à des cousins qui ont vécu votre histoire aussi en prison, parce que soit l'un avait fait de la politique, écrit un roman politique, un autre parce qu'il avait participé à une réunion politique. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui? Est-ce que vous avez des remontées, des retours de votre roman provenant du Maroc? Quelle est la réaction? Je l'ai présenté il y a un mois, j'ai présenté à Casablanca à la Foire du Livre. J'ai présenté dans une soirée aussi avec 300 personnes. La presse en a parlé beaucoup. Pour le moment, tous les échos sont très bons, sont très positifs. Il n'y a pas eu de réaction politique. Alors, dans tel cas, ils ont retrouvé deux hommes uniques qui sont aujourd'hui qui ont des responsabilités, ils ont discuté avec eux. Donc c'est un livre qui en fait révèle une page
assez mauvaise de l'histoire du Maroc. Et malheureusement, nos hommes politiques ne laissent pas de mémoire, ils n'écrivent pas sur ce qu'ils ont vécu. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. On n'a pas d'informations sur beaucoup de moi, je l'ai fait comme ça, mais je raconte pour la première fois les coulisses du coup d'État de 71, parce que ceux qui font le coup d'État, ce sont ceux-là même qui nous ont maltraités. Donc je les connaissais un par un, mais je savais très bien ce qu'ils allaient faire. Et je tremblais à l'époque, mais si jamais ils réussissaient, ils vont massacrer le Maroc, ils vont en faire une dictature à la Bachar al-Assad ou à Saddam Hussein, parce que c'est des militaires bruts et stupides qui ne connaissaient rien du droit et de la justice. Et d'ailleurs, ils ont commencé par tuer plein d'innocents. Ils sont rentrés dans la Garden Party de Hassan II et ils ont fusillé tout le monde. Et le roi a échappé avec son fils. D'autres questions? Il n'y a que les Tangerois qui parlent aujourd'hui au Vietnam. Que les Tangerois qui parlent. Ah oui, les Tangerois. Ah oui, mais les Rifains, tu du Rif. Ah oui. On dira un mot tout à l'heure sur le Rif parce que c'est important. On parle beaucoup du passé, mais les visionnaires comme toi peuvent nous guider pour le futur. On a la connaissance de ces deux rives qui se rapprochent, qui s'éloignent parfois. Est-ce que tu peux nous donner ta vision sur l'aspect islamique en France? Comment tu le vois, comment tu le sens? Tu as fait allusion, on parlera de Jacques Lang à un moment donné, mais j'aimerais bien connaître ta vision pour le futur, parce que je suis sûr qu'elle peut nous aider en tant que Français. Alors, le problème de l'islam en France, il est insoluble. Par ce principe, parce que tout a été essayé, sauf que si nous respectons évidemment les textes, dans l'islam sunnite, en tout cas, il n'y a pas de hiérarchie, donc il n'y a pas de représentant. Or, les chefs d'État français, depuis toujours, s'entêtent à vouloir avoir un représentant de toute la communauté musulmane en France. Il y a c'est pas possible. C'est pas possible parce que il y a, c'est pas, on ne peut pas avoir un pape ou un super rabbin. Non, il y a des, à l'intérieur même du sunnisme, il y a plusieurs vérités, les malikites, les hanbalites, les wahhabites, on ne peut pas se mettre d'accord. Et les Turcs qui arrivent en plus maintenant avec leur islam. On ne peut pas. Donc l'islam est divers, très divers. Il y a l'islam, disons, fondamental, le texte lui-même, mais il y a des interprétations telles que personne ne voudra être représenté par une seule tendance. On ne peut pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est considérer qu'il y a plusieurs islams et on ne peut pas arriver à fabriquer un islam de France. Ça veut dire quoi l'islam de France? L'islam qui épouse la laïcité. Mais les catholiques n'ont pas épousé la laïcité, n'ont pas voulu la laïcité. Les juifs non plus. Mais alors on va quand même apprendre aux musulmans de France d'être discrets. C'est ça ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas manifester de manière ostentatoire leur appartenance à cette religion. C'est très compliqué. Et toutes les... évidemment, l'écrasante majorité des musulmans de France sont des gens paisibles, qui sont ni des terroristes, ni des agitateurs. Mais il suffit qu'il y ait une dizaine de salauds qui vont commettre des attentats horribles en nom de l'islam pour que tout soit foutu. C'est-à-dire aujourd'hui, être musulman en France, c'est déjà un péché. Et il y a eu d'ailleurs, c'est très curieux, hein, il y a eu l'autre jour sur les réseaux sociaux, le cas d'une très très belle et jolie chanteuse syrienne, Penel. Elle chantait dans cette émission Populaire Voice. Elle a chanté quoi? Elle chantait la chanson d'un juif, Cohen, Leonard Cohen, Alléluia. Et elle a terminé avec Ya Ilahi. Bon, ça a été le scandale. Alors on lui a trouvé des poux dans la tête après, comme quoi il avait fait des bêtises. C'est vrai, il a créé des bêtises. Mais il y a une journaliste qui dit, en plus, elle a chanté en arabe. C'est comme si, en plus, ça devient ahurissant. Il y a une tension dans le pays qui fait que ce qui est arabe, ce qui est musulman, ça a été sali d'une manière assez profonde par les attentats, tout en sachant que ces attentats n'ont pas fait de différence entre un musulman et un français ou un grec ou un espagnol.
Au Bataclan, ils ont tiré sur tout le monde. Et à Charlie Hebdo, ils ont tué aussi le malheureux soldat qui était d'origine maghrébine. Donc on n'arrive pas à avoir une vision sereine et juste de la situation. On est encore sous une espèce d'impulsion comme quoi l'islam est quelque chose d'incompatible avec la République. Ça, c'est terrible. Oui, le RIF, oui, je veux dire deux mots sur le RIF. Le RIF est une région au nord du Maroc qui est très particulière, qui a toujours été secouée par une sorte de rébellion. En 1922, il y a eu le grand leader nationaliste Khattabi avait déclaré la guerre à l'Espagne, et puis en même temps, il a proclamé la République du Rif qui a duré 5 ou 6 mois, je pense. Et cette région, un peu déshéritée, qui était totalement ignorée par le roi après avoir été avec l'armée pour mater la rébellion de 58, et puis on l'a un peu oublié. Et c'est dans cette région qu'on cultive le kif qui donne le hashish qui se vend dans le monde entier. Et cette région, eh bien, elle s'est révoltée il y a un peu plus d'un an, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'université, il y a beaucoup de projets qui ont commencé qui n'ont jamais abouti. Et c'est une révolte légitime parce que les gens en ont marre d'être. Il n'y a pas que les trafiquants, il y a des gens qui sont des trafiquants et qui vivent dans le Rif et qui veulent vivre dignement, sans problème, avoir un travail. Et c'est une région qui a été mal perçue par l'autorité de Rabat. Alors, le roi s'est fâché contre ceux qui n'ont pas qui n'ont pas réalisé les projets qu'il avait initiés sur place. Il a renvoyé beaucoup de ministres. Et cette situation est encore tendue parce que là-dessus arrive un homme qui a été condamné au trafic de drogue et qui vit en exil aux Pays-Bas et qui lui met le feu sur le feu en finançant certaines manifestations et tout. Et c'est très, très flou parce qu'en même temps les Pays-Bas ne veulent pas l'extrader. D'abord, il y a une situation entre le trafic entre la légitimité d'une vraie contestation parce que les gens ne sont pas heureux dans ce pays, et puis il y a un cafouillage de la part du gouvernement. Donc c'est une situation dramatique et nous sommes en train de connaître la même chose dans une autre région qui est la région de Jarada où il y a des mines de charbon qui ont été fermées il y a 20 ans mais que malheureusement les pauvres ça n'a pas été remplacé par autre chose et des gens descendent encore dans les mines chercher du charbon et il y en a qui meurent. Il y a eu beaucoup de morts dans cette mine et il y a des manifestations et la police réagit très très violemment, ce qui est scandaleux. Donc on est dans une situation de turbulence dans 2 ou 3 régions du Maroc et ça m'inquiète beaucoup. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à votre opinion, par rapport aussi aux travaux que vous avez fait, aux écritures. Vous avez, avec l'enfant de Sade, avec votre parcours dans la psychiatrie sociale, par rapport à la sexualité. Comment vous percevez les travaux de nouveaux écrivains marocains tels que Leila Slimani, par exemple, qui parlent beaucoup de ces questions-là, surtout d'un point de vue féminin? Comment vous percevez? Est-ce que vous voyez ça comme un prolongement de ce que vous avez fait? Est-ce que pour vous c'est un renouveau? Quelle est votre perception de ces travaux-là? Moi j'adore Leila Slimani, je l'ai beaucoup soutenue, fait beaucoup pour elle, pas par je l'ai fait parce qu'elle a du talent et qu'elle mérite, que ses livres méritent d'être connus. Et une fille courageuse. Alors elle est courageuse, mais au Maroc, elle sent qu'il y a beaucoup de réticence à son égard, qu'elle est très critiquée par les milieux islamistes, qui sont anti-francophones en général, mais elle leur dit la vérité en face. Alors, après son premier roman déjà a été un roman extraordinaire, parce qu'il raconte de manière très technique et brutale l'histoire d'une jeune
une petite bourgeoise addict au sexe, donc elle aurait pu être addict à l'alcool ou à la drogue, et qui a une relation, une double vie, mais c'est-à-dire qui était maîtrisée parce que ce n'était pas du tout le livre d'un voyeur. Elle racontait sans contenir des scènes de pornographie, ce qui aurait été possible. Et là, le deuxième livre, c'est autre chose, c'est un livre qui a une portée universelle, elle est traduite dans le monde entier. Et en même temps, elle avait fait cette enquête sur la sexualité, sexe et mensonge, en donnant la parole à plusieurs femmes marocaines qu'elle a rencontrées et qui racontent notamment la misère sexuelle des Marocaines, surtout des femmes, dans nos pays. Parce que nous, au Maroc, tout va bien, alhamdoulilah, l'hypocrisie marche bien, tu fais tout en cachette, il ne faut pas qu'on te voit, tout marche. Pourvu que ça ne se voit pas, pourvu que tu ne déclares pas. Alors tu peux être homosexuel, mais attention, il ne faut pas le montrer, hein. Tu peux tout faire, mais il ne faut pas le dire. Alors cette espèce d'hypocrisie sociale, c'est généralisé, et il y a de plus en plus aujourd'hui des jeunes. S'ils sont homosexuels, c'est pas parce qu'ils veulent embêter la société, ils sont comme ça, ils ont des tendances homosexuelles, donc ils veulent les vivre plein jour sans être hypocrites. Malheureusement, il y a l'article 489 du Code pénal qui interdit l'homosexualité, qui interdit les relations sexuelles hors mariage. Or, au Maroc, on baisse tout le temps, on est tout le temps dans la sexualité, mais en cachette. Et si on vous attrape, 489, l'article pénal, paf, qui tombe. Évidemment, c'est pas normal de vivre comme ça. On voudrait vivre naturellement, normalement, on ne fait mal à personne. Si ces deux hommes s'aiment, c'est leur problème. C'est pas le problème à l'autre. Chacun fait ce qu'il veut, de son désir, de son corps, de sa liberté. On n'a pas à intervenir là-dedans. Et ça, les Marocains ne comprennent pas. Il faut qu'il soit comme moi. Allah dit. Chacun fait ce qu'il veut. Non, non, il faut qu'il fasse ça. Pourquoi sa fille ne porte pas le voile? C'est des trucs comme ça. Alors, le vrai problème du Maroc, c'est que l'individu n'est pas reconnu. C'est que tout le monde a le droit de venir dire pourquoi tu as ta fille, elle sort avec une minute, de quoi tu te mets, toi? C'est tout le temps comme ça. Ils s'immiscent dans ta vie privée. Dans ta vie privée, ils viennent, ils disent oui, mais on a vu ta femme fumer l'autre jour sur la terrasse d'un café. Et alors? Et ouais, ça se fait pas. Et ainsi de suite. Mais c'est aussi bien à Casablanca qu'à Meknès, que n'importe où. Et moi, la première fois, je suis allé dans le vrai bled, vraiment dans le moyen Atlas, dans un village très reculé, il n'y avait même pas d'électricité. Hein. J'arrive, je trouve une vieille femme en train de fumer tranquillement son paquet de clopes. Personne ne l'a dérangé. Elle était vieille, d'accord? Elle aurait été plus jeune et plus jolie et qui fume, elle serait une putain. Ça se passe comme ça dans la mentalité. Donc, lorsque le cinéaste marocain Nabil Ayouch a fait ce film sur la prostitution au Maroc, moi je dis que le film est en deçà de la réalité. Mais bien sûr que, parce que les Marocains, ils ne vont pas voir les Marocains, c'est des saints. Impeccable. Il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de violence sexuelle, il n'y a pas de violence conjugale, rien, ils sont impeccables. Tant que vous dites ce discours que les Marocains sont impeccables, ça marche très bien. Mais dès qu'un écrivain vient, ou une écrivaine comme Slimani pour soulever le voile et montrer la réalité, alors là, il n'aime pas beaucoup ça. Ils sont même en colère. Alors qu'est-ce qu'il dit? L'argument fantastique. Ah oui, vous écrivez pour les Occidentaux. Ah ben Romain, vous faites ça pour faire plaisir aux Français. Ah bon? Lorsque une petite fonctionnaire parle à Leïla Slimani du harcèlement qu'elle subit tous les jours de son patron pour qu'il couche avec elle, elle n'a aucune envie de coucher avec un gros connard comme lui. Et ça, c'est pour les Français qu'on fait ça? On le fait pour les Marocains. Et si Leïla était là, il vous raconterait beaucoup d'autres choses. C'est le problème de la société marocaine, c'est cette espèce d'hypocrisie qui s'est installée depuis toujours. Or, on vaut mieux que ça quand même.
là. Oui, bonjour. En introduction, Monsieur Frontero a dit que vous n'aimiez pas le mot francophonie. Ah oui. Est-ce qu'on peut avoir des développements sur la question? Parce que c'est un concept politique avant toute chose. Ça a été trouvé par De Gaulle et Senghor au moment de la négritude qui était une identité culturelle, avec Aimé Césaire, avec Frantz Fanon, avec tous ces grands esprits, ces grands maîtres de la poésie, de la littérature noire, pas noire parce que la peau des écrivains est blanche. Et la francophonie, c'est quelque chose qui est un peu entaché par cet aspect politique et colonial. Alors, aujourd'hui, on a chargé la Slimani de trouver une autre expression, une autre formule, parce que ce serait pas mal, parce que les Anglais, ils n'ont pas d'anglophonie. Et pourtant, ils sont partout. Et puis, le francophone, c'est pas une langue. Personne ne parle le francophone. En revanche, on parle le français. Donc il faut qu'on trouve quelque chose qui puisse, une expression qui puisse dire qu'on est en train d'utiliser le français, même si nous ne sommes pas des Français de souche, même si nous ne sommes pas des gens nés depuis plusieurs générations dans la France. Donc c'est pour ça que c'est pas facile à changer, parce que c'est un mot qui fonctionne. Mais si vous aujourd'hui un écrivain français de souche qui est francophone, il va mal le prendre. Parce que la francophonie est réservée aux métèques, aux noirs, aux blancs, aux arabes, etc. Donc c'est un peu, et ça se fait un petit peu poussiéreux qu'il faut un peu dégager pour trouver d'autres formes. Bonjour Monsieur Dardandiani. Je voulais en fait revenir sur la société marocaine et le terme que vous avez utilisé, qui est souvent utilisé, c'est effectivement l'hypocrisie qui règne dans la société marocaine. Mais moi j'ai l'impression depuis quelques années que les mentalités changent, peut-être doucement, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience, puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui aujourd'hui disent ce qui ne va pas. Il y a de plus en plus de réalistes, d'acteurs, d'actrices qui essayent de dévoiler un petit peu toute cette hypocrisie qu'on veut cacher. Et puis il y a les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que le Maroc va vers cette ouverture d'esprit, cette possibilité de pouvoir s'exprimer sans être blâmé, grâce aux réseaux sociaux, grâce à ces femmes, ou est-ce que c'est dangereux? La chance du Maroc, c'est qu'il a une société civile extraordinaire dirigée par des femmes, El China et compagnie, Aïcha China, et que ce sont des sociétés civiles qui militent tout le temps. Elles ne sont pas aidées, mais elles sont là et elles se battent. Mais notre problème, nous, c'est la reconnaissance de l'individu. Il faut qu'un jour on arrive à ce que l'individu soit reconnu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il entraîne avec lui. Et finalement, quand quelqu'un s'autorise à venir vous dire Madame, vous êtes habillée pas bien, de quel droit il va intervenir dans l'identité et l'intégrité d'une personne? Il n'a pas le droit, mais il le prend ce droit. Et ça aussi vient de l'expansion de plus en plus importante de l'islamisme, dans le sens, pas terroriste, dans l'islamisme dans le sens où l'islam devient notre culture, notre morale, notre référent. Je veux bien, mais il y a à côté aussi, il faut qu'on puisse aussi nous référer à Voltaire, à Kafka, à Faulkner, à Diderot, à Descartes, à Ibn Khaldoun, à Al-Hallaj. Il faut qu'on ait une ouverture d'esprit sur l'universel. Or, l'islamisme fait que
on est réduit à une seule référence, on explique tout par l'islam. Je veux bien, mais il faut permettre aux autres d'avoir d'autres explications. Autrement dit, moi je serais rassuré le jour où il y aurait une sorte de laïcité à la marocaine, c'est-à-dire que la religion, elle existe bien sûr, elle est là, chacun fait ce qu'il veut avec, mais c'est une question d'ordre personnel et privé. Tu fais le ramadan, ça te regarde. Tu pries, c'est ton problème. Tu crois en Dieu, c'est ton choix. Mais je n'ai pas, moi, à venir te dire, tu dois croire en Dieu. De quel droit, moi, je vais venir te dire, il faut que tu crois, ou ne pas croire, peu importe. C'est ça le problème. Et malheureusement, on n'arrive même pas à discuter de ça, parce que discuter de ça, c'est déjà un problème. Parce qu'on a essayé de... En ce moment, il y a la bagarre, la lutte pour l'égalité d'héritage. Moi, j'ai participé à cette bagarre par un texte. J'ai dit simplement, écoutez, moi, je suis de culture musulmane, je suis complètement laïque. Je n'impose rien à personne. Donc, j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Je les aide de la même façon. Pourquoi le jour où je ne serai plus là, mes 2 filles vont recevoir la moitié de ce que vont recevoir leurs frères? C'est pas normal. Moi, je veux que mes enfants, les 4 enfants, soient traités de la même manière, après les fils, bien sûr, de la même manière que les autres. Pourquoi l'amour d'un père, il ne se mesure pas au sexe de l'enfant. Il aime un garçon, il aime son garçon, il aime sa fille de la même manière. Pourquoi, quand on est mort, on va... Alors, évidemment, ça revient à la religiosité de l'époque du prophète, où les femmes ne travaillaient pas. Toi, Khadija était une entrepreneuse, la femme du prophète. Mais ça a changé, il faut évoluer avec le temps. Et je suis sûr que l'islam n'est pas contre le fait de rectifier certaines choses, parce que le temps a beaucoup évolué. Et on ne peut pas aujourd'hui que les femmes travaillent, et même travaillent plus que les hommes. Dans les campagnes, elles travaillent plus que les hommes. On va les priver de leurs droits parce qu'elles sont nées femmes. C'est scandaleux. Alors évidemment, ce débat, il a lieu, mais alors là, ce qui m'épuise, c'est lorsque je vois des femmes défendre la demi-part. Parce que c'est écrit dans le texte de la religion. Et ça, c'est une société qui est bloquée dans ce sens-là. On ne peut pas avancer. Et à partir du moment, même dans la Madouana, vous avez aujourd'hui encore 2 ministres qui sont polygames officiellement, 2 femmes. C'est une modernité à laquelle ça empêche la modernité d'entrer dans notre société. Je ne sais pas quel programme. Bonjour, une dernière petite question. Vous êtes une personnalité engagée, je pense que vous préférez même le terme de citoyen concerné. Oui. On sent chez vous une certaine urgence d'écrire, en fait, pas de dénoncer forcément, mais plutôt de faire comprendre. Et justement, pour faire comprendre, vous passez par le biais des enfants. Vous avez écrit Le racisme expliqué à ma fille. Après les attentats du 11 septembre, vous avez écrit L'islam expliqué aux enfants. Et ensuite, après les attentats du Bataclan, vous avez écrit Le terrorisme expliqué aux enfants. Est-ce que vous pensez que justement, l'explication et puis le cheminement va passer à travers les enfants avant d'arriver aux adultes? Vous avez tout à fait raison, parce que moi j'aime beaucoup aller dans les écoles parler aux enfants. J'ai eu toutes les classes de l'école primaire. J'ai même été au mois de décembre dans une maternelle, parce que les enfants, ils comprennent tout, il ne faut pas les sous-estimer. J'ai parlé avec eux, c'est extraordinaire. Donc je parle aux enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il ne demande qu'à savoir, qu'à apprendre. Un adulte, c'est fini. Vous n'allez pas prendre un homme de 50 ans et lui dire bon, les races n'existent pas. Il est vrai, les races n'existent pas. Alors pour lui expliquer qu'il soit d'accord avec vous, comme quoi, c'est tout un cheminement qui est difficile à démonter. Mais un enfant, vous lui expliquez que les races n'existent pas, je vais au tableau, je fais les différentes races, comme on dit, et puis après je dis, mais il y a le même sang qui coule, il est rouge. Donc l'autre est noir parce que c'est une question de peau.
j'explique pourquoi cette peau est noire, l'autre il est un peu jaune, pourquoi, et mais c'est pas une race. Il y a une race humaine de 7 milliards d'individus, mais il y a plusieurs races animales. C'est normal parce qu'un serpent ne ressemble pas à un éléphant, mais un homme ressemble à un homme où qu'il soit. Donc c'est pour ça que je fais ça à travers les enfants, parce que je pense que le travail pédagogique est extrêmement... Moi je le prends très au sérieux parce que je pense avoir contribué depuis une trentaine d'années au lieu de parler dans des audiences d'adultes, je préférais vraiment parler aux enfants parce que je me suis rendu compte que le message, même si 10% des messages passent, et bien ce message reste, et de temps en temps j'ai des retours extraordinaires. 20 ans après, une jeune femme arrive, et jeune maman, elle me dit « Ah là là, vous venez dans mon école quand j'avais 7 ans, c'était formidable, vous avez appris sur le racisme. » Ça m'a fait plaisir, parce que c'est un travail à mon avis, que tous les écrivains, tous les artistes, tous ceux qui sont dans la société, disons, de création, devraient faire, parce qu'il faut aller vers les enfants et leur apprendre, leur donner un petit peu les chemins qu'il faut prendre. Si par exemple en Italie, on faisait ça pour lutter contre la mafia, dès l'école primaire, on va insuffler la haine de la mafia, du meurtre, de l'injustice, peut-être qu'on arriverait à quelque chose. Mais c'est la même chose pour le racisme. L'islam, c'est la même chose, parce qu'il y a une telle ignorance. Alors ce sont des textes très objectifs, ce pas des textes littéraires, c'est des textes secs, sans littérature. Et quand j'ai fait le texte sur le terrorisme, j'ai travaillé pendant 6 mois, jour et nuit, parce qu'il fallait absolument être irréprochable sur le plan historique. Et j'ai raconté l'histoire du terrorisme depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, pour montrer que le terrorisme, ça a toujours existé, et que quand ça nous arrange, on appelle ça résistance, et quand ça ne nous arrange pas, on appelle ça terrorisme. Et je donne l'exemple précis, puisque nous sommes dans une région à conflit, l'exemple des Juifs en 1947 qui posaient des bombes contre l'Empire britannique à Jérusalem ou à Tel Aviv pour faire partir les Anglais. Et à l'époque, les Juifs se considéraient comme des résistants. Quand aujourd'hui les Palestiniens à Gaza, qui sont occupés et colonisés, essaient de manifester, ce sont des terroristes. Donc j'ai dit, il faut qu'on puisse arriver quand même à une vérité de la signification des termes. Tant que vous êtes occupé, que votre maison a été occupée et que votre terre a été occupée, vous êtes dans une légitimité de résistance. Vous résistez pour récupérer votre bien. Et vous n'êtes pas un terroriste, même si vous utilisez des choses qu'on condamne. Mais un homme, n'importe quel peuple au monde, depuis toute l'histoire de l'humanité, qui a été privé de liberté, privé de sa terre, il finit toujours par se rebeller et récupérer son bien. Ça, il faut qu'ils le comprennent. S'ils ne comprennent pas, ça va continuer ainsi, et on aura malheur ajouté à notre malheur. Donc, quand je raconte tout ça, et avec des arguments, avec des éléments, eh bien, je pense que ceux qui m'écoutent, surtout les enfants, ils se disent, mais c'est vrai, et je fais des dessins au tableau, et j'explique. Cette démarche pédagogique, elle fait partie du travail d'écrivain ou d'artiste. Ça fait pas. Parce que, bon, on écrit bien sûr pour dire le monde, mais aussi, il faut aussi parler pour dire ce monde-là et l'expliquer à ceux qui sont encore petits, qui n'ont pas les moyens de le comprendre. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Une petite séance de signature assez rapide parce que monsieur Darabedjelloul a des rendez-vous. Je vous prie, voilà, si vous avez un petit moment. N'oubliez pas que le café Odéon est ouvert et puis toute la suite, n'oubliez pas de consulter le site internet. Jeudi soir, il y a un très beau concert classique, toujours dans la francophonie, au Royal Mirage. Merci.